Voilà, je suis accompagné de Alexandra Bautista aussi, qui a travaillé sur pas mal de nos projets, et on est très content d'être là. Je suis moi-même également enseignant à la faculté d'architecture de l'Université catholique de Louvain. Et Patrice nous a fait la gentillesse cet après-midi de nous faire visiter les grands ateliers de l'île d'Abo ainsi que le village Terre. Et on a pris beaucoup de plaisir à voir toute l'énergie et l'enthousiasme qui se dégageait de ces grands ateliers. Et à faire le trajet de retour en voiture aussi et d'entendre des histoires sur des œufs et des avions qui volent. Voilà, donc je vais, avant de vous présenter certains de nos projets, en fait 4 projets de logement, je vais vous faire une petite introduction sur certains éléments particuliers, on va dire, à notre terrain d'action qu'est la Belgique. Il y a une série de choses qu'on connaît depuis assez longtemps, et il y a une erreur dans ce slide, ça fait pas 30 ans qu'il faut agir, mais bien 40 ans en fait, qu'on doit sauver non pas la planète, mais l'humanité, comme disait Albert Jacquard. Ça, c'est une représentation synthétique d'un écosystème forestier qui date de 1974, et il y a quelque chose d'assez intéressant à observer, c'est qu'il manque un élément fondamental, c'est l'homme. L'homme est, par son action sur la surface terrestre, l'élément influençant le plus les écosystèmes aujourd'hui, et c'est ce qui a amené notamment au concept et à l'idée d'anthropocène. Voilà. Alors, je ne vais pas tout lire, mais je voudrais juste lire la troisième. Les 4 phases du processus de disparition des civilisations sont l'incapacité de prévoir la crise, l'incapacité d'identifier les premiers signes, ne pas réussir à s'entendre sur ce qu'il faut faire et ne pas réussir les actions qu'on a décidé d'entreprendre. Ça date de 2006 et c'est Jared Diamond qui a écrit ça dans Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition, de leur survie. Vous voyez que donc je pars de quelques constats globaux et je parle d'enjeux planétaires. On va descendre petit à petit au niveau national et puis régional. Mais tous ces enjeux, quels que soient les niveaux auxquels ils se posent et quelle que soit la manière dont ils se conjuguent l'un à l'autre, sont le cadre théorique nécessaire et en perpétuelle mutation de notre action architecturale. Alors, on passe à la Belgique. En 1968, Le Corbusier local, Reinhard Brahm, a écrit un livre qui s'appelle Le pays le plus laid du monde. En fait, nous on peut le dire, hein, mais vous ne pouvez pas le répéter. En fait, on a un paysage, comme vous savez, qui est un peu plat et qui donc offre peu de résistance aux établissements humains. Et on va voir ce que ça a comme conséquence. C'est un petit peu un pays où en fait vous pouvez faire presque tout ce que vous voulez, et ça donne notamment un étalement urbain, et on peut donner plusieurs noms à ce phénomène, la ville diffuse, le sprawl, qui s'exprime avec une virulence assez exceptionnelle par rapport à d'autres contrées. On voit que, par exemple, en une grosse trentaine d'années, on a une augmentation des terres urbanisées qui est assez phénoménale, à peu près plus de 10 fois la superficie de la région de Bruxelles-Capitale qui est pointée au centre de la carte de la Belgique, ce qui représente à peu près un terrain de foot toutes les heures. On n'a pas l'exclusivité de ce genre de phénomène, mais malheureusement en Belgique, comme je l'ai déjà dit, ça s'exprime vraiment avec une violence assez peu bridée.
Si on prend la région wallonne, on se retrouve avec une moyenne de logements à l'hectare de pas plus de 15 logements à l'hectare, ce qui est vraiment très très faible. Et dans la carte de droite, la province du Brabant wallon, qui est en soi la banlieue verte de Bruxelles, on a à peu près un bâtiment sur deux qui est une villa 4 façades. C'est quand même assez interpellant. Voilà ce que ça donne. C'est pas la Californie, c'est la Wallifornie. Avec vraiment en haut à droite, par exemple, le top, quoi. Vous détruisez un morceau de forêt, mais vous êtes juste à côté de la bretelle d'autoroute. Ça, c'est vraiment idéal. On a aussi un phénomène qui existe aussi ailleurs, mais qui est assez récurrent chez nous, c'est les villages-rues. Donc les Belges aiment bien habiter le long des rues passantes et des nationales. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une perception du coup du paysage qui est assez urbanisée, mais dès qu'on prend un peu de hauteur, en fait, c'est parce que on n'a fait que passer par des villages-rues, et en fait, entre ces villages-rues, il y a quand même encore des morceaux de paysage, d'agriculture ou de forêt. Alors, comme on n'avait pas de falaise sur la côte, ben, on en a construit une. Sur à peu près 60 km de côte, on a cette espèce de ville linéaire qui s'interrompt quasiment plus. C'est assez impressionnant. Les marins qui passent en mer du Nord reconnaissent la Belgique à l'apparition de cette espèce de falaise construite. Mais voilà, on continue. Alors, une question que j'avais posée lors d'une autre conférence, et en fait, c'était une villa faite par l'architecte qui m'avait invité à faire la conférence, donc il était un peu étonné. Est-ce que la qualité architecturale ou est-ce que la qualité et la performance énergétique d'un bâtiment sont des éléments suffisants de rédemption, entre guillemets? Toujours sur cette introduction sur l'étalement urbain, on peut aussi se demander, est-ce qu'il y a une justice sociale à ce que l'ensemble de la collectivité finance les surcoûts liés à cet établissement et à cet étalement urbain, sachant par exemple qu'une parcelle de 7 mètres de large ou une parcelle de 30 mètres de large pour une villa à 4 façades, eh bien la parcelle de 30 mètres de large coûte 10 000 € de plus à la collectivité en termes de route, d'eau, gaz, électricité, égouts, etc. Et je parle juste à la construction, je ne parle pas à la maintenance. Ça veut dire que tous ceux qui habitent dans ces belles villas de la banlieue verte de Bruxelles, non seulement détruisent le paysage, mais le font avec les subsides de l'ensemble de la collectivité. C'est aussi interpellant, je trouve. Alors si on regarde un petit peu ailleurs dans des pays voisins de la Belgique, aux Pays-Bas par exemple, on retrouve énormément de ce type d'urbanisation qui s'appelle Vinex, où on retrouve des maisons en bande avec une densité de l'ordre de 50 logements à l'hectare. Et on le voit dans le schéma en bas à droite, une limite extrêmement claire, la ligne rouge, entre ce qui peut être urbanisé et qui constituera une poche relativement contenue d'habitat et ce qui ne peut pas l'être. C'est pas la panacée, mais c'est déjà un pas dans la bonne direction. Quand on parle de densité, c'est toujours intéressant de voir que, en fait, c'est quelque chose qui provoque parfois des réactions épidermiques, alors que la densité peut prendre énormément de mise en forme différentes sur les mêmes chiffres. Ici, il y a trois schémas très clairs qui montrent avec la même densité de logements à l'hectare, une tour, des maisons en bande ou un îlot avec des variétés typologiques un peu plus marquées et des débuts de gradation entre ce qui est collectif élargi, collectif restreint et
zone privée, ce qu'on a assez peu en haut et au milieu. Alors, c'est un peu un exemple rabâché, mais en même temps, même si ça fait plus de 10 ans que le quartier Vauban existe, il y a quand même des enseignements et des qualités qu'on ne retrouve pas, même aujourd'hui, dans des nouveaux écoquartiers français, par exemple, notamment sur la question du sol. La question du foncier est une question fondamentale si on parle de ville durable, et la taille de la parcelle est un enjeu de lutte important. Si on compare Vauban, par exemple, avec l'écoquartier de la Courrouze à Rennes, qui a été fait par Vigano et Secchi, on se rend compte, en tout cas on peut se demander comment les deux quartiers, à l'échelle temporelle de la ville, après 50 ou 100 ans, vont continuer à muter, évoluer et à être capables de faire ce que la ville constituée fait, c'est-à-dire qu'elle se sédimente par couche et par époque temporelle. Et un des enjeux qui permet ou pas d'atteindre cette sédimentation au fil des siècles, c'est notamment la taille de la parcelle. Ici, sur le plan en haut à droite, on voit aussi tout le soin qui a été apporté sur les questions de la mobilité. On va y venir petit à petit, mais on voit un réseau extrêmement maillé en ce qui concerne la mobilité douce, piétons et cyclistes, et des choix extrêmement forts au niveau de la voiture, avec un parking collectif à l'entrée et juste une seule boucle qui permet d'accéder aux petites rues et de décharger, et puis on repart. Il y a très peu de stationnement, hormis sur la boucle rouge. C'est le seul endroit où on peut stationner en dehors du parking collectif qui est à l'entrée du site. Alors évidemment, ça donne quoi ? Ça donne ça. Ça donne des espaces publics appropriables. Un des chevaux de bataille sur lequel on essaye de travailler en Belgique et à Bruxelles singulièrement, c'est notamment la capacité des espaces publics à accueillir le jeu spontané de l'enfant. Bon, voilà, ça c'est une carte qui montre un peu l'état de la Belgique en vision nocturne. Je pense que c'est assez clair. C'est assez intéressant de comparer avec les Pays-Bas au nord. Les Pays-Bas ont exactement le même type de paysage et la même densité d'habitants au kilomètre carré que la Belgique. Et malgré ça, on voit que les implantations et les établissements humains sont beaucoup plus regroupés et on a des vraies taches de lumière et des vraies zones noires. Alors c'est pas faute d'expertise sur l'étalement urbain, des bouquins et des mémoires et des textes, il y en a à l'appel. Si on continue toujours sur le deuxième aspect, au-delà de la maison quatre façades cosmocentrique, qui est un peu le Graal pour 80% des Belges et des Français, lié à ça, il y a la question de la voiture et de la mobilité, évidemment. Donc ça, c'est ce qu'on nous vend. Et puis, ça, c'est la réalité depuis très longtemps. Ça, c'est Playtime de Jacques Tati, c'est en 67. Il faut savoir qu'en Belgique, de nouveau, c'est intéressant de comparer avec les Pays-Bas. On a 4% de notre territoire qui sont affectés aux infrastructures routières, alors qu'aux Pays-Bas, on est à 2,5, quoi. Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de commenter, c'est assez clair, ça. Et quand même 6 700 000 voitures pour 10,5 millions d'habitants, ça fait 100 km² de bagnole. C'est beaucoup pour un pays qui a un très beau et un très bon et très performant et pas cher réseau de trains. Et du coup, voilà, on se retrouve avec le triste privilège d'être une des villes les plus embouteillées d'Europe à Bruxelles, alors que 50% des trajets effectués à Bruxelles font moins de 3 km.
Alors action-réaction, évidemment, il y a des collectifs et ça part plutôt de la base. Il y a des citoyens qui en ont marre et qui réagissent à ça, notamment avec Picnic the Street ou le Parking Day. Je reviens à l'espace public et à la place de l'enfant dans la ville. Deux images. À gauche, une des plaines de jeux, une des fameuses plaines de jeux d'Aldo van Eyck. J'ai une affection particulière pour ce qu'on a appelé les architectes structuralistes hollandais, comme Van Eyck ou Herzberger. C'est vraiment intéressant de constater l'ouverture totale de la plaine de jeux sur l'espace public. Aujourd'hui, à droite, une plaine de jeux à Bruxelles, c'est une réserve d'Indiens parce que l'espace public, c'est dangereux. Et donc le jeu, il est cantonné dans des zones définies et la spontanéité et l'imprévisibilité que représente le jeu de l'enfant est canalisée dans ces réserves d'Indiens. C'est un symptôme, je pense, qui résume exactement en une seule image le problème de certaines villes et singulièrement des villes belges comme Bruxelles ou Anvers. Alors comment, en tant qu'architecte, orienter notre action et ce qu'on a envie de faire comme pratique architecturale une fois ces constats posés? Comment travailler à rendre la ville durable, la ville désirable? Et quand je dis la ville, je parle de la ville constituée, compacte, aussi bien que la ville diffuse, périurbaine. On est préoccupé autant par l'un que par l'autre. Les lotissements et le périurbain, il est là, il faut travailler avec. Donc on verra notamment un projet qui n'est pas en ville mais qui est en zone périurbaine et quelle réponse on peut apporter. Alors voilà, le premier des 4 projets qu'on va voir est situé à Bruxelles. C'est un petit projet, c'est un concours qui date, je crois, de 2007. 7 logements sociaux, une petite parcelle qui est située dans ce qu'on appelle un contrat de quartier. Donc je vais encore continuer un peu sur ce côté architecte ascendant urbaniste qui est très important chez nous. Contrat de quartier, c'est des opérations de rénovation urbaine à Bruxelles qui existent depuis 1994. Ça fonctionne comment? C'est une maille d'une quinzaine d'îlots à peu près, sur laquelle, donc à Bruxelles, on a 19 communes. C'est déjà un petit peu aussi une question de savoir pourquoi il y a 19 communes dans une ville qui est 10 fois plus petite que Paris, où il y a 20 arrondissements. Mais bon, dans une de ces communes, une commune propose une maille d'une quinzaine d'îlots sur laquelle on va agir de manière intensive et transversale. On va agir sur le bâti, logement, équipement, etc. Le non-bâti, les espaces publics, etc. Le tissu associatif et le tissu économique, donc formation, etc. Sur un laps de temps assez court, 4 ans, plus maximum 2 ans pour finir les chantiers, donc disons 6 ans. Ça, c'est la carte qui reprend les différents contrats de quartier qui ont eu lieu à Bruxelles depuis 1994. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est une méthode de rénovation urbaine qui fonctionne par diagnostic assez fin et par objectif mesuré, on va dire une sorte de microchirurgie ou d'acupuncture urbaine qui a donné de très bons résultats. Il y a néanmoins des défauts, évidemment, à cette politique de rénovation urbaine par maille. C'est la difficulté de s'emparer d'éléments intracommunaux, donc des grands parcours urbains, comme le grand paysage du canal qu'on voit ici esquissé sur la gauche du plan. Voilà le site repris en vert, je ne sais pas si on voit bien. Donc c'est le bâtiment existant sur lequel portait le concours, qui était en fait un bâtiment industriel, un ancien ferrailleur, qui est juste situé le long du canal. Et qui dit canal, évidemment, dit passé industriel et donc îlot densément bâti.
C'est assez clair, je pense, sur la photo aérienne. Voilà le bâtiment en question tel qu'il était quand on l'a visité lors du concours. Et donc, effectivement, un site extrêmement enclavé, avec des murs mitoyens qui frôlent les 12 mètres de haut, et la question de savoir, de nouveau, et c'est une question qui revient à chaque concours, le programme du concours est une matière en mètres cubes, comment est-ce qu'on la dispose? Pourquoi est-ce qu'on la dispose comme ça plutôt que comme ça par rapport aux constats et aux potentialités et aux défauts et aux potentialités qu'on a observées en analysant le site. Donc la chose, entre guillemets, la façon de disposer la matière constituée par ces 7 logements sociaux qui nous étaient demandés, classiquement, le maître de l'ouvrage s'attendait à ce qu'on place à front de rue un bâtiment, donc ce qui est en noir sur cette coupe, et qu'on se retrouve avec une zone dégagée en intérieur d'îlot. Il faut savoir que forcément, avec le passé industriel du quartier et du site, on avait un sol extrêmement pollué. Et donc, la question aussi, c'était de savoir pourquoi mettre le parking en sous-sol si ça coûte encore plus cher de creuser, vu que la terre est polluée. Donc, ce qu'on a proposé, c'est autre chose. C'est de découper le programme en 2 parties, en fait, et d'installer une porosité entre l'intérieur de la parcelle et la rue, et de surélever en fait une partie du programme sur le parking qui devient une forme d'estrade qui permet, par cette surélévation, de minimiser l'enclavement de l'intérieur d'îlot et des logements en intérieur d'îlot. Alors voilà ce que ça donne au niveau du chantier. On voit les murs mitoyens qui commencent à être arasés de manière à aussi offrir un désenclavement non seulement pour notre propre projet, mais aussi pour les logements qui sont sur la gauche. Une axonométrie, donc le programme finalement a été subdivisé en 2, comme on l'a vu, avec 4 appartements dans un premier bâtiment à rue qui est légèrement en recul de la façade gris en béton sur la limite de parcelle à rue. Et puis en arrière, 3 maisons, parce que c'est aussi fondamental pour présenter des solutions plausibles dans des concours, de maîtriser toute une série de règlements. Et un des règlements qui est important, c'est toutes les règles liées à la sécurité incendie et aux pompiers. Et donc, il est interdit de faire, en Belgique, j'imagine c'est la même chose en France, un bâtiment moyen ou bas même qui n'est pas accessible aux pompiers directement à moins de 8 mètres. Et donc, le seul moyen de contourner ça, c'est de transformer le programme d'immeuble en appartement en maison unifamiliale. Et donc, c'est pour ça qu'à l'arrière, c'est bien 3 maisons unifamiliales, qui permet alors de changer de catégorie et d'être accessible non plus à 8 mètres maximum, mais à 50 mètres maximum. On verra qu'à plusieurs reprises, c'est important de maîtriser l'ensemble des données normatives pour pouvoir ne pas se bloquer dans les propositions qu'on fait lors des concours. Voilà en plan et en coupe ce que ça donne. Et puis la réalisation telle qu'elle est achevée depuis maintenant 3 ans, je crois. Donc on a gardé la façade existante. On a installé en fait un seul escalier collectif, il n'y a pas d'ascenseur. Et puis il y a ce bâtiment pont qui, et on commence à le deviner, offre une porosité vers l'intérieur d'îlot. Voilà, la vue vers les 3 maisons en intérieur d'îlot. Une fois qu'on passe la façade, la maille, et qu'on arrive vers cet escalier qui distribue les appartements, et puis l'espèce d'estrade en bois qui monte progressivement vers les 3 maisons. Ça, c'est quand on se retourne vers la rue.
Et donc on voit aussi à droite à quel niveau on a rasé le mur mitoyen. Ben, on retrouve une valeur plus ou moins acceptable de mur mitoyen qui est à 2,80 m à peu près. Et on est aussi, bien que dans une poche plus intime de collectivité restreinte, en connexion avec l'espace public et la collectivité élargie de la rue. Et ça, c'est les jardins des trois maisons qui sont encore un petit peu surélevés de 60 cm par rapport à l'espace public ici. Ce qui est important aussi, et on a parfois constaté qu'on n'était pas encore suffisamment habile dans cette question, c'est la façon dont on travaille la gradation et la privatisation des logements avec des murets, des marches, des zones plantées. Ça semble des éléments anecdotiques et pourtant c'est fondamental dans la réussite de l'appropriation de ces logements sociaux par les habitants. Et donc c'est quelque chose sur lequel il faut être attentif et précis, quoi. Voilà, c'est le boulot, qui est un peu petit pour l'instant, mais on le voit ici aussi. On voulait un boulot de 6 mètres, mais ça n'existe pas, donc il est un peu petit pour l'instant. Mais bon. Alors, on va passer à un deuxième projet qui n'est plus en ville, qui est situé à Zaventem, à une dizaine de kilomètres de Bruxelles, mais on est vraiment encore dans la banlieue périurbaine de Bruxelles, où là, on a remporté un concours de 80 logements pour loger des militaires. Et là, on était dans le premier logement à plus ou moins 80 logements à l'hectare de densité. Bon, on était en pleine ville, donc c'est des chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose. Ici, on est à 30 logements à l'hectare, mais il faut comparer ça avec les éléments limitrophes qui sont donc des villas 4 façades qu'on voit ici dans le plan d'implantation en bas, où là, on est entre 12 et 15 logements à l'hectare, quoi. Sur le haut de l'image ici, en fait, on a le camp militaire, et donc c'est des logements pour les militaires qui travaillent là. Le terrain de base, en fait, c'était un morceau de forêt. Et donc la question, c'était de savoir comment 80 logements, c'est déjà un bon chiffre, hein, pour commencer à créer un sentiment de collectivité et on se demandait comment on allait réussir à installer tout ça au milieu de ces arbres et à travailler aussi des étapes dans l'ensemble de ces 80 logements. Et donc la première chose qui s'est imposée à nous, c'était de regrouper les bâtiments du côté du camp, de manière à préserver le plus possible un espace forestier d'un seul tenant qui soit en lien, donc si je reprends le site, notamment côté droit, avec la zone agricole. La deuxième chose, c'était de voir comment on pouvait travailler la gradation entre les bâtiments qui seraient au nord côté camp et les bâtiments qui seraient au sud côté forêt, et donc de travailler avec deux rythmiques typologiques, des bâtiments un petit peu plus conséquents côté nord et des bâtiments un petit peu plus fragmentés côté sud. On a disposé tout ça autour d'un woon-erf, donc c'est un terme hollandais à la base. On pourrait aussi appeler ça un espace partagé aujourd'hui. Alors malheureusement, au niveau de la mobilité, on a été obligé, c'était dans le programme et on n'a pas pu lutter contre ça. Malheureusement, on n'a pas pu supprimer ça. Les voitures vont dans l'ensemble du woon-erf et il y a des carports qui étaient demandés dans les bâtiments. Donc ça veut dire que par rapport à Vauban, par exemple, on est dans un espace qui est moins apaisé. En fait, apaisé il l'est, mais qui est moins
enfin, la voiture est toujours présente malheureusement. Et donc ce Wohnerf, on le voit, prend une forme assez discontinue. Alors dans le schéma de gauche, ce qui est assez important aussi, c'est toutes les drainantes piétonnes qui vont du Wohnerf vers la partie forestière et qui rejoignent en fait un Ravel. En fait, c'est une sorte de piste cyclable régionale qui traverse toute la région du Brabant flamand. Et quand on se questionne sur qu'est-ce qui peut faire qu'un lotissement se mette en transition pour devenir durable, je pense entre autres que la question de la place et la qualité de la nature qu'on arrive à préserver est importante. On voit ici la question de la forêt et d'essayer de la maintenir d'un seul tenant. Et aussi la question de la connexion avec des réseaux de mobilité douce et essayer de proposer des alternatives à l'usage permanent de la voiture. Et donc ici, on était très content d'avoir cette piste cyclable régionale qui passait dans notre site et sur laquelle on voulait se reconnecter. On retrouve aussi un élément écologique qui est l'étang, qui est situé dans le premier terre du Wohnerf, qui a été bien sûr conservé et développé. Alors c'est les différentes typologies de logements. On travaille essentiellement avec des duplex. Et sur certains de ces bâtiments, on retrouve au R+2 une autre couche de logements, si on peut dire, qui sont des 2 ou 3 chambres qu'on voit en blanc ou en rouge dans le schéma et qui sont accessibles par escalier. Donc c'est un projet où il n'y a pas d'ascenseur. Donc il y a moyen aussi de dépasser le sempiternel R+1 des lotissements et d'atteindre aussi une densité un peu plus haute en passant en R+2, et ça a l'avantage aussi de proposer des typologies de logements qui ne sont pas strictement les mêmes. Voilà ce que ça donne en plan masse. C'est un projet qui est au stade permis d'urbanisme, donc on devrait commencer le chantier dans 6 à 7 mois, j'espère. On a travaillé au niveau de la matérialité avec des panneaux de béton préfabriqués qui sont imprimés de planches pas du tout rabotées. Et donc il y a un jeu en fait de rugosité qui travaille en fait avec l'écorce des très vieux arbres qu'on retrouve sur le site, quoi. Donc on a un peu une sorte d'écorce en code barre, si on peut dire, sur les panneaux de béton préfabriqués des maisons. Et on joue avec différentes teintes aussi pour installer de manière un peu homéopathique une rythmique et une lecture du pare solaire. Alors le troisième projet, c'est un concours qu'on vient de perdre il y a 3 jours. Donc, vous auriez dû me voir il y a 3 jours, j'étais de bonne humeur. Et donc c'est une tour en fait en plein centre de Bruxelles, un concours qu'on a fait avec Philippe Madec, écoloco. J'ai eu l'occasion de rencontrer Philippe Madec il y a 3 ans et on s'est bien entendu, quoi. Donc on a décidé, quand c'était possible, de travailler de temps en temps ensemble. C'est une tour de logement social des années 60, 97 logements, qui était dans un sale état. Donc elle est située ici. Donc là, vous voyez ce qu'on appelle le Pentagone, c'est-à-dire c'est la ville fortifiée. Hein. Donc ça, c'est la trace de l'enceinte médiévale qui a été démolie, comme dans presque toutes les villes européennes au XIXe siècle, début du XIXe. Et donc Bruxelles était une des toutes grandes villes médiévales d'Europe, en fait. Hein.
Et on a ici de nouveau le canal, donc on sait que tout ça, c'est une zone qui a un passé industriel important. Et on est, en fait, la flèche là, mauve, est pas bien placée. La tour est exactement dans l'axe de ce boulevard-ci. Donc elle est là exactement, tout près du canal, dans un quartier qui s'appelle Molenbeek, qui est un quartier très populaire. Voilà, vu d'un petit peu plus près, en fait, la tour Brinfo, c'est celle-là, qui date de 1961. Ici à côté, c'est une tour des années 80. On voit le canal. Et alors ici, on a une zone, et c'est important, qui est une sorte de friche qui, à terme, à moyen terme à Bruxelles, parce que court terme, ça n'existe pas à Bruxelles, à moyen terme, va devenir un parc on va dire avec une attractivité régionale. Ça va devenir un grand parc urbain. Et on a également d'autres espaces publics. Ici, on a une sorte de plaine de jeu pour adolescents. Et puis, plus loin, par là, on a vraiment ce qui fait le grain de la ville, quoi. Donc, les petites maisons sur des parcelles de 6 mètres de large. Euh, et donc, ça, c'est le quartier de Molenbeek. Alors, dans le grand paysage du canal, la tour Brinfo est vraiment un repère. Au niveau de son expression architecturale, c'est un mur rideau en acier. Alors, il faut s'imaginer que la façade que vous voyez là fait 2,6 cm d'épaisseur. Donc, c'est un mur rideau panneau sandwich. En fait, quand vous êtes au premier étage, vous habitez dehors, quoi, quasiment. Au niveau acoustique et au niveau thermique, c'est pas mal non plus quand vous habitez à l'ouest, au niveau des surchauffes, quoi. Donc ça, c'est la réalité de cette tour. On a des hauteurs sous plafond qui sont assez faibles aussi, de l'ordre de 2,50 m. Néanmoins, ce qui nous a frappé dans cette architecture, c'est l'économie de matière. Donc elle a été construite en structure acier avec juste le noyau en béton pour les ascenseurs, qui joue le rôle de contreventement, bien sûr. Et elle a été construite extrêmement rapidement. Tout est en acier, y compris les dalles en fait, de sol, qui sont des tôles nervurées. Une autre chose qui nous a touchés, c'est le côté monolithique et abstrait. En fait, cette tour, c'est presque difficile d'imaginer que c'est du logement. Il y a, à part le fait que les rideaux sont différents d'étage en étage, rien qui laisse présager que c'est pas du bureau ou autre chose. Voilà, encore d'autres photos. Un élément aussi important, c'était le fait qu'elle n'entretient quasiment pas de rapport avec l'espace public dans lequel elle s'implante, au niveau de son rez-de-chaussée, qui est complètement mutique et uniquement dédié à des éléments techniques, comme on le voit ici en bas à gauche. Et dernière chose qu'on voit à droite, c'est la silhouette de cette tour qui est extrêmement fine et élancée. Donc elle fait à peu près 53 mètres de hauteur, mais elle ne fait que 13 mètres de largeur. Elle est vraiment très 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 fine. Et c'est quelque chose auquel on tenait beaucoup, cette finesse du pignon et l'aspect monolithique et abstrait de la façade aussi. Quand on s'approche aussi du mur rideau, même s'il est assez sale aujourd'hui, en fait, il y a toute une finesse dans les profils acier qui sont riftés. Il y a un peu une architecture, j'ai envie de dire presque de mécano, à laquelle on était aussi sensible dans l'analyse de l'existant. Donc ça, c'est sur la construction. À gauche, en fait, c'est Lakeshore Drive de Mies van der Rohe, qui est aussi en structure acier. À droite, c'est quelques photos de l'intérieur de la tour, un logement qui a été désossé. On voit les bacs aciers, tôles nervurées du plafond. Ça, c'est l'espace public qui est au pied de la tour, qui en fait partie de la parcelle de la tour, même s'il est public, en fait, c'est une parcelle privée. C'est un espace qui fonctionne pas très bien dans le sens,
où en termes d'appropriation, il n'y a pas grand-chose qui s'y passe. En fait, il manquait de définition et c'était aussi un des enjeux du concours, c'était de lui redonner de la substance, lui donner une qualité qui fait qu'il trouve sa place dans l'organigramme des espaces publics de l'environnement immédiat de la tour. Donc on voit que la tour est vraiment un point charnière entre le grand paysage du canal et le côté plus local du quartier de Molenbeek, avec un côté, on va dire, métropole et un côté village, si on peut dire, du côté nord-est. Ça, c'est le côté signal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une tour parmi plein d'autres tours. C'est, à part sa voisine, la seule tour dans les 800 mètres à la ronde. Et donc, on n'est pas dans Tativille, dans une ville anonyme et générique et répétitive. On n'est pas non plus dans Bois-le-Prêtre, dans le sens où, dans les années 80 ou 90, la tour de Lopez, elle a été complètement saccagée au niveau de son expression architecturale. Et donc, on a un peu questionné la valeur patrimoniale de la tour. On s'est interrogé sur ce que représentait le mur rideau dans l'histoire de l'architecture. Ici, deux exemples de Jean Prouvé, l'immeuble Mozart et le Parti communiste français qui est toujours indétrônable dans mon top 10 de mes bâtiments préférés. Et puis à Bruxelles, on a constaté aussi que énormément de bâtiments modernes, on va dire de la deuxième période moderne des années 50-60, avaient été remaniés ou avaient même carrément disparu. Et que finalement, on se retrouvait avec un élément de l'histoire de l'architecture qui était au fil des années, la tour, le mur rideau, était en train de disparaître parce que personne à Bruxelles, dans les pouvoirs publics, ne considère qu'il est peut-être intéressant de conserver certains témoins de cette époque après analyse. Je ne dis pas qu'il faut tout garder, il faut faire une hiérarchie, mais au fil, à la vitesse à laquelle vont les choses, et on va voir deux exemples à Bruxelles, avant-après, il est temps aussi, nous, architectes, d'agir en tant que sentinelles qui, quand on a la possibilité de s'exprimer et une réponse à un concours, c'est une possibilité de s'exprimer, qu'on le gagne ou qu'on le perde, le projet, il peut avoir une résonance. On est là aussi pour affirmer que tout ne doit pas être recustomisé ou démoli. Ici, ça c'est vraiment un cas extrême. À gauche, on a ce bâtiment qui est une vraie ville. On a des commerces et des bureaux et un théâtre dans le socle. En haut, on a du logement. Et tout en haut, on a un bar du nom qui a donné son nom à la tour Martini, un bar qui était vraiment extraordinaire. Et ce bâtiment qui a été défendu par à peu près tous les architectes belges a pourtant fait place à ce qui est maintenant sur l'image de droite et qui ne représente pas du tout la même chose en termes de valeur architecturale ni en termes de mixité programmatique. On a énormément de difficultés en Belgique à refaire des opérations de ce type-là. Je suis assez admiratif de la Hollande qui arrive encore à faire de la mixité verticale plutôt que de la mixité par juxtaposition de gros ensembles. Vous avez des tours à Rotterdam où vous avez une école, du logement, un home pour vieux et puis une piscine, quoi. Dans la même tour, avec les mêmes fenêtres. Ça, c'est à Bruxelles, vous pouvez... moi, je serai mort quand elle sera construite, quoi, hein, il n'y en aura jamais, quoi. Et ça, évidemment, c'est quoi? C'est du bureau, quoi, hein, c'est pas du logement. Donc, tour de bureau de qualité remplacé par tour de merde de bureau. Voilà, pour faire simple.
Alors, on a un peu revu nos classiques avant de commencer à proposer des interventions sur le projet. Deux grands classiques, la Leverhouse de Gordon Bunshaft. Ce qui nous intéressait, c'était la façon dont la tour s'articule à un autre élément qui forme socle et qui est creusé lui-même d'un patio qu'on voit ici, et aussi la façon dont le hall d'entrée, et ça on va voir que c'est une constante, est entièrement vitré. Donc exactement l'antithèse du socle actuel de la tour Brinfo. Autre exemple fameux, le sigramme de Mies van der Rohe, avec cette fameuse esplanade qui donne sur ce hall entièrement vitré. Et ça nous a aussi intéressé de voir que ce motif de l'esplanade ou du parvis qui donne sur un hall extrêmement vitré et un rez-de-chaussée quasiment transparent est une récurrente en fait de la tour moderne. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on a travaillé. Il faut savoir que la demande du maître de l'ouvrage impliquait un changement du panachage des logements avec une augmentation du nombre de grands logements et aussi une mise aux normes des surfaces. On avait des logements 2 chambres dans 57 mètres carrés, donc c'est incroyable. Oui, 57 mètres carrés, un 2 chambres. Bon, je ne sais pas comment vous calculez l'achon en France, c'est un truc un peu particulier, mais enfin, chez nous, pour vous donner un élément de comparaison en belgo-belge, un 2 chambres que je fais pour Bouygues, il va faire 88 mètres carrés, quoi. Donc il y a un delta de 30 mètres carrés, quoi. Et Bouygues, ils ne sont pas vraiment généreux, donc voilà. Ça vous donne un petit peu la question. Donc de nouveau, on se retrouve avec cette question. Pour mettre le programme à niveau, on a X mètres carrés en plus, X mètres cubes, cette matière, qu'est-ce qu'on fait avec, comment on la dispose et comment cette disposition peut comprendre la tour dans sa valeur patrimoniale sans la muséifier et aider à clarifier la séquence d'espace public qui environne la tour. Alors ce qu'on a proposé, c'est une greffe, entre guillemets, mais une greffe qui est limitée à un R+5. Une greffe un peu bizarre. Franchement, ça a fait débat dans l'atelier. Hein. Ce retour-là, c'est quoi, ce truc-là qui vient devant la tour? C'est bizarre, quoi. Non, c'est pas clair. Ben justement, au fil des jours, à force de l'examiner, c'est ça qui nous a plu. Et c'est pour ça que la première image, c'était le visage de Janus, cette espèce de dieu du théâtre à double face, cette espèce d'ambiguïté qu'on retrouve dans une tête qui aurait 2 visages. Premier élément, donc, ce R+5, je dirais, c'est plutôt le deuxième en fait. Le premier élément, c'est le rez-de-chaussée et tout le travail d'un socle qui requalifie l'entièreté de la parcelle et qui est entièrement vitré. En tout cas, sous la tour, il est entièrement vitré. Donc le deuxième élément, le R+5, qui réinstalle une dialectique entre la tour et le grain de la ville. On a vu que les maisons du quartier de Molenbeek étaient plutôt entre R+4 et R+5 aussi. Et donc, on sent vraiment, par l'installation de ce R+5, que la tour n'est plus uniquement une sorte de stèle isolée et séparée, coupée du reste de la ville, mais installe un dialogue avec ses voisins. Alors au niveau de l'espace public, ça donne la création de 2 espaces principaux, côté métropole et canal, un parvis à la Mies van der Rohe, j'ai envie de dire, donc extrêmement simple et extensif dans son aménagement, quasiment rien, juste un pavement, quelques bancs, qui amène à un rez-de-chaussée qui est entièrement vitré, où on retrouve le local collectif des habitants. Et puis un deuxième élément, qui est ce qu'on a appelé la placette verte, et qui lui est beaucoup plus de l'ordre de l'intimité. Tout en étant public, c'est quelque chose qui est
contenu est défini par ce bâtiment R+5 et ici, qui n'est pas représenté dans la 3D, en fait un autre bâtiment qui fait le troisième côté de cette placette verte, qui est une crèche. Et ça, c'est très important parce que la crèche, elle fait exactement la même hauteur que ce bâtiment-ci. Et on sait à quel point l'entrée et la sortie d'une crèche peut être un lieu de discussion entre parents. Et on a capitalisé là-dessus. C'est-à-dire qu'on a aménagé cette petite placette verte avec des jeux uniquement pour la toute petite enfance. Et donc on est dans des variations de hauteur de sol très faibles et des jeux adaptés pour des enfants entre 1 an et 5 ans maximum, ce qui est complémentaire à l'espace public qui est déjà existant et qui est un petit peu plus loin ici, qui lui était dédié plutôt aux adolescents. Et donc on voit comment les choses prennent place et constituent une sorte de société de lieux qui sont complémentaires les uns aux autres en termes d'échelle et en termes de qualification. Ça, c'est une coupe sur le parvis ouvert vers le canal. Et ça, c'est une coupe dans la placette verte où on voit le rapport que la nouvelle aile qu'on crée ici entretient avec le bâtiment qui contient la crèche au rez-de-chaussée et des logements à l'étage. Voilà l'aménagement du rez-de-chaussée. Le bâtiment de crèche dont je parle, c'est celui-ci. Donc la crèche, c'est le socle ici, et ça, c'est les logements. C'est un bâtiment un peu incongru, hein, donc c'était difficile de le faire jouer dans la partie, mais c'était un des objectifs qu'on s'était fixé. Ouais, je vais peut-être quand même détailler un peu. Donc tout ça, c'est vraiment vitré. Ça, c'est le local collectif, et puis on a le noyau de distribution existant ici, et on a créé un deuxième noyau de distribution ici, qui permet, on verra ça sur les plans d'étage, de désenclaver le système distributif. Alors, ça c'est une coupe que j'aime bien ici, parce que ça c'est dans la nouvelle aile qu'on propose. On a proposé des noyaux en fait qui sont des noyaux traversants. Donc en fait, ils montent d'un côté puis ils passent de l'autre. Et donc il y a vraiment une porosité entre les deux faces de cette nouvelle aile, entre la rue Brinfo ici et la placette verte, par le fait que ces deux noyaux qu'on voit ici soient entre guillemets dilatés et travaillés de manière en baïonnette, quoi. Alors on voit ici effectivement, avant en fait la distribution reprenait ceci. Nous on a décidé de la pousser jusque là, de retrouver un ascenseur ici, un deuxième ascenseur là et le deuxième escalier de secours là, ce qui fait que on a en fait une distribution dans ce plan-ci, elle est assez longitudinale, mais il y a des endroits où elle s'arrête plus tôt, qui est en permanence ouverte sur la ville. Même chose sur les noyaux de la nouvelle partie, où là, effectivement, on voit, ça c'est à l'étage où on passe d'un côté du bâtiment à l'autre, le côté traversant de ces noyaux. Là, on est au R+8, donc on est... le plan d'avant, on était encore dans la zone où on a surépaissi la tour ici. Au R+8 et dans d'autres niveaux, à 3 reprises, on retrouve en fait ici des logements en duplex. Donc c'est des 4 chambres qui sont travaillées comme on le voit ici dans la coupe, avec une terrasse loggia. Donc c'est des loggias bioclimatiques qui sont constituées donc d'une double peau, une première peau classique et puis une deuxième peau en vitrage amovible. Ces loggias bioclimatiques sont en double hauteur et constituent vraiment une sorte de puits vertical dans le logement et sur lequel donnent en fait les chambres des enfants. Donc, voilà. On avait parlé dans les constats du manque de qualité spatiale avec des hauteurs sous plafond assez faibles et donc on voulait de nouveau varier les typologies de logements de manière à ne pas se retrouver avec que des logements sur un seul niveau.
Et donc même dans les circulations, dans certains cas, on a des mises en duplex des circulations. C'est ce qu'on voit dans l'Axono ici. En fait, ici, on a conservé un des escaliers colimaçons existants et en fait qui distribue les ports d'entrée qui sont là. Et à partir de là, on est en double hauteur, quoi. Donc ça veut dire que on se retrouve pas toujours non plus avec la même séquence de circulation, mais il y a certains étages où on n'a pas que 4 ou 5 logements, mais carrément 8 ou 9 logements distribués par cette espèce de hall en duplex. Bon, je vais vous passer le phasage de chantier parce que le maître de l'ouvrage demandait un petit peu comme à Bois-le-Prêtre qu'on travaille en site occupé, ce qui a été un vrai casse-tête. En gros, évidemment, on commence par construire ce bâtiment-là et puis on s'attaque au bas de la tour en ayant compacté, si on peut dire, tous les habitants parce qu'il y a une trentaine de logements qui sont vides pour l'instant sur les 97 ici. Et puis on s'attaque au haut de la tour pour des raisons notamment locaux-techniques aussi. Et une fois que le bas et le haut sont prêts, on déménage les gens qui sont là dans ces parties-là et on s'attaque au milieu de la tour et jusqu'à ce que tout soit prêt. C'est en version très simplifiée. Et voilà la maquette qu'on a fait, où on travaille en fait la façade de la tour. Il faut savoir qu'on avait un objectif d'être passif. Donc c'est 15 kWh par mètre carré par an pour les besoins nets de chauffage. Et donc on a un épaississement quand même des façades de l'ordre de 30 à 40 cm parce qu'on met des nouvelles façades qui sont des éléments préfabriqués à peu près de 3 à 4 fenêtres. Devant évidemment la structure métallique existante de la tour et donc on ne peut pas éviter cet épaississement de 50 à 60 cm. Mais on travaille avec toujours ce côté un peu machiniste et mécano avec une façade en aluminium anodisé où on joue sur 2 niveaux de matité de l'aluminium pour retrouver la lecture des bandeaux horizontaux qu'il y a dans l'existant. Ça, c'est pour la tour existante. Pour l'aile de l'extension, de nouveau, on s'inspire du travail en structure sèche et en ossature de la tour existante, mais on a fait une proposition de travailler en ossature bois et aussi en plancher bois-béton. Donc on a des sortes de prédales en bois sur laquelle on vient recouler une chape de compression en béton. Ça veut dire que malgré qu'on est en ossature bois, on a quand même un bâtiment qui offre une inertie intéressante, une inertie thermique intéressante, ce qui est très important par rapport au surchauffe estival dans un bâtiment passif. Évidemment, pour nous, c'est important aussi d'imaginer de nouveau cette dialectique entre la structure acier, même si elle est cachée, de la tour existante et l'ossature bois de la nouvelle extension. Ça, c'est le côté nord avec le noyau ajouté à l'extérieur. Ça, c'est le parvis côté canal et la placette verte avec un traitement de la façade qui est épaissi. Donc on a une sorte d'exostructure. La première trame des poteaux est sortie de manière à épaissir la façade et à donc fabriquer un sentiment d'intimité et un ombrage plus important parce qu'ici c'est la façade sud. Parce qu'évidemment il y a des questions de vis-à-vis croisées comme ça ou comme ça. Sur l'angle, c'est un seul logement sur les 6 premiers mètres de chaque côté, donc il n'y a pas de vis-à-vis direct entre 2 logements. Ça va? C'est le dernier. C'est le plus long. Alors, la savonnerie aimance, c'est un concours qu'on a fait en 2005. C'était le tout premier concours qu'on a fait. On était... alors quand je dis on, c'est Alexandra et moi, donc c'était assez chouette, on l'a gagné. Et c'était le tout premier concours qu'on a fait au bureau, et en plus on l'a fait face à nos anciens professeurs d'architecture
Donc un jour, vous allez les niquer, vous allez voir. Et, et donc, enfin, voilà, on était assez relax quand on n'avait pas vraiment la pression, quoi. C'était un peu comme si on jouait contre Roger Federer, quoi. Et bon, finalement, ben voilà, on s'est lâché, on a gagné. C'est un projet de 42 logements qui est en plein centre de Bruxelles, dans le Pentagone. Donc, il est là. Donc, c'est vraiment en plein cœur, évidemment, avec toutes les infrastructures de transport en commun, tous les services qu'on peut imaginer, qu'on retrouve dans un centre-ville, mais toujours avec le fait qu'on est proche de ce canal et qui fait que donc tous ces quartiers de part et d'autre du canal ont un passé industriel extrêmement marqué. On est de nouveau dans un contrat de quartier, comme pour le Lorrain, le premier projet de logement qu'on avait vu chez l'ancien ferrailleur. Alors ici, voilà le plan du contrat de quartier Notre-Dame au rouge. C'est ce périmètre-ci, et toutes les opérations sont listées, en tout cas les opérations physiques, on va dire, les espaces publics en orange, les parcs en vert, les équipements collectifs en rouge et les logements en jaune. Et la savonnerie se trouve dans cette île aussi. C'est la plus grande opération de logement du contrat de quartier Notre-Dame au rouge. On voit que les autres sont beaucoup plus ponctuels. Alors voilà la situation existante telle qu'on l'a trouvée. Bah oui, un îlot, enfin ouais, je crois qu'il y a un arbre là et un arbre là quand même, ouais. Et puis et ça c'est une sorte de capharnaüm d'entrepôt en intérieur d'îlot, une cheminée, et puis là à rue 4-5 maisons, et puis des annexes ici avec des bâtiments qui vont du XVIIIe siècle aux années 50. Donc vraiment quelque chose d'assez hétéroclite. Et il faut admettre que la plupart de ces entrepôts étaient dans un état tel et avaient des typologies telles que leur réaffectation était difficilement envisageable en logement. Donc il y a peu de bâtiments qui ont été conservés. Les éléments conservés sont en fait l'ossature béton de l'entrepôt des années 50, la cheminée, et ça c'était obligatoire, ces deux éléments-ci. Ça c'était obligatoire, on n'a pas le choix. Un entrepôt en ossature métallique, qu'on voit une espèce de colombage ici, une maison du 19e siècle et ses annexes qui étaient un ancien relais de malle-poste. Donc c'est là qu'ils passaient la nuit, ils changeaient les chevaux et puis ils repartaient le lendemain. Pourquoi on n'a pas gardé ces maisons-là? Celle-là, elle était éventrée. Ces deux-là, elles étaient classées insalubres, et ces deux-ci, elles étaient à moitié fissurées. Les hauteurs sous poutre étaient de 1,90 m. Donc ça faisait pas beaucoup d'arguments en leur faveur, et donc on a décidé de les démolir. Il y avait vraiment moyen de tourner un snuff movie, là, c'était extraordinaire. Les cristaux du savon avaient envahi, même, enfin, ça se développait même sur des rampes métalliques d'escalier, enfin, c'était incroyable. Ça, c'est donc les éléments conservés. Alors, face à cette situation-là, on a un petit peu investigué, on a rencontré des acteurs, des personnes clés du quartier, et donc on a posé 3 constats. On a d'abord constaté de manière assez évidente que la question de la densité était un des enjeux majeurs, et du coup, de nouveau, comment est-ce qu'on va installer la matière qui nous est demandé de construire, de manière à non seulement créer quelque chose qui n'est pas oppressant dans notre propre site, mais si possible, qui peut même aider à désenclaver le voisinage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était le manque de maillage de petits équipements de quartier. Donc, on a proposé, alors que la demande de départ était uniquement de faire du logement, d'ajouter, excusez-moi, j'ai oublié de couper mon GSM, c'est pas mal ça. Voilà. On a proposé d'ajouter une crèche qui allait jouer le rôle d'interface entre les habitants de la Savonnerie et les habitants du quartier.
Il faut savoir que c'est un quartier extrêmement cosmopolite, avec une pyramide des âges très évasée vers le bas. On a énormément de jeunes entre 0 et 18 ans. Et donc, la question des équipements adressés à la petite enfance et la carence de ces équipements devait trouver une réponse, quoi. Ça, c'est quelques photos des bâtiments conservés. Ça, c'est la maison Aimance, à Rue, maison du 19e. Ça, c'est les annexes de cette maison Aimance. Et sur la gauche, on voit l'entrepôt à colombage métallique qui a un gabarit assez imposant, quoi. Ici, on voit les toitures de ce bâtiment qui sont extrêmement en pente. C'est toujours un indicateur d'un bâtiment qui souvent date d'avant le 19e, avec des façades complètement éventrées, hein. Voilà. Alors, une des premières options qu'on a prises, c'était aussi de se dire, bon, le site se développe énormément en intérieur d'îlot, est-ce qu'on l'ouvre ou pas sur la ville? On a trouvé plus intéressant d'offrir quelque chose qui soit complémentaire à l'ambiance d'hypercentre et qui soit à l'abri de la ville, et que donc on franchisse une limite claire ici. C'est assez intéressant de voir dans le concours. Après, on a vu que d'autres candidats avaient... il y en a un qui avait fait un axe triomphal vers la cheminée, quoi, par exemple, des trucs un peu différents, quoi. Et puis, par rapport à la question des pleins et des vides, de la densité, l'ossature principale du projet, c'est pas les bâtiments, c'est les vides. Et de nouveau, c'est une société de vide, c'est un terme que j'aime bien. On franchit cette première limite, et puis dès qu'on a franchi cette limite, on voulait provoquer une sorte de choc, et donc on a installé une sorte de mini-forêt à travers laquelle on passe, et puis on arrive dans un second espace, qui est la grande cour, qui offre en fait la plus grande perspective possible sur le site, donc là, une longueur d'à peu près 80 mètres, et on termine sur le troisième espace qui est là, dans l'ossature béton du bâtiment de l'entrepôt des années 50, qu'on a appelé le parc 3D. Et en fait, ça c'est aussi intéressant de comparer avec d'autres candidats du concours. On était 7 finalistes. Tous les autres ont mis une rangée de bâtiments ici, avec des jardins à l'arrière, ce qui veut dire que, en fait, quand vous arriviez dans un espace, quelle que soit la forme de l'espace qu'on donnait ici, l'espace distributif ici, c'était un espace qui était construit sur les 4 côtés, quoi. Et nous, c'est exactement pas ça qu'on voulait faire. On voulait arriver sur une apothéose qui soit une apothéose ouverte, a fortiori parce que c'est un endroit stratégique dans le tournant de l'îlot. En fait, on le voit ici, mais il y a énormément d'arrière-bâtiments qui donnent sur cet entrepôt des années 50 qui aujourd'hui fait, enfin, quand on a fait le concours, faisait à peu près 15 mètres de haut et qui était vraiment une sorte de bouchon alors que c'est un point charnière stratégique, quoi. Alors au niveau des équipements qu'on a ajoutés dans le programme, j'avais parlé déjà de la crèche qui se situe au rez-de-chaussée du bâtiment à rue, donc qui est vraiment l'interface entre la Savonnerie et le quartier. On a aussi, au niveau de la collectivité restreinte, ajouté 2 autres fonctions qui sont ici. C'est une laverie commune, en Belgique on dit une wasserette. Ça va, vous êtes content? Et un salon commun. Qui est accessible aux habitants et de la Savonnerie et du quartier. Bon, on travaille beaucoup en maquette, malgré tous les outils de simulation 3D qu'on a, et je vois ça aussi avec mes étudiants de bac 1, il y a des choses que vous ne pouvez pas sentir en SketchUp, quoi. C'est impossible. Il faut faire une maquette, et plein de maquettes. Alors voilà ce que ça donne en plan d'implantation. Donc on a ce passage qui est aussi accessible aux pompiers. Le premier bâtiment à rue, un deuxième bâtiment ici qui s'installe le long d'un haut mitoyen, un troisième bâtiment qui est un peu au milieu du jeu de quilles. On va voir, c'est un peu un bâtiment qui avait une difficulté d'arrière
vu cette position au milieu du jeu de quilles. Un quatrième bâtiment qui vient encercler la cheminée existante. Et puis les deux bâtiments existants ici qu'on a rénovés. Alors, en fait, on voit que chacun des 6 bâtiments, les 2 rénovés et les 4 neufs, ont des implantations et des relations au contexte immédiat complètement différentes. Ça nous a permis en fait d'exploiter ces spécificités de chacun des bâtiments pour développer des typologies extrêmement variées d'un bâtiment à l'autre. Donc c'est pas une fabrication un peu artificielle d'une variété typologique, mais c'est vraiment une réactivité au contexte immédiat de chacun des bâtiments. Le premier bâtiment à rue, on a mis plutôt les studios et les chambres. C'est un bâtiment qui est tourné vers la ville, qui est plus urbain, entre guillemets, et on a mis plutôt les petits logements. On a mis évidemment plutôt les grands logements pour famille autour de ce que j'appelle un peu la grande cour, donc l'espèce de place du village qu'on a là, et qui est totalement hors voiture, on verra ça après. Le bâtiment existant ici, on a respecté la rythmique des murs mitoyens lourds qu'on avait tous les 6 à 8 mètres pour recréer en fait des maisonnettes en triplex. Donc ça, c'est 3 maisons. De nouveau, on revient comme dans le Lorrain. En fait, le fait de mettre ces logements-là en maison fait qu'ils ne doivent pas être accessibles directement aux pompiers et que donc la mini-forêt ici peut devenir vraiment ce qu'elle veut être, c'est-à-dire un espace apaisé et non carrossable. Et puis ici, enfin, dans ce bâtiment-là, c'était des grands plateaux totalement ouverts. On a gardé ça et donc on a fait, un peu bizarre, mais on a fait des lofts sociaux, si on peut dire, avec une sorte de noyau central en béton qui compacte l'ensemble des éléments de service, cuisine, salle de bain, WC. Ça, c'est la synthèse des éléments de durabilité. Donc, il faut savoir qu'en 2005, c'est pas le même climat qu'aujourd'hui, quoi. Donc, on fait des propositions qui étonnent un peu le jury. Hein. Enfin, pour se resituer un peu, le film de Al Gore, Une vérité qui dérange, il est sorti en 2005, quoi. Donc, c'était pas encore tout à fait. On n'enfonçait pas des portes ouvertes quand on parlait de ce type d'éléments-là en 2005. Donc on a des choses qui sont connues aujourd'hui. On a un chauffage collectif qui est fait par une cogénération. Cette cogénération, elle produit également l'électricité qui sert à éclairer tous les communs. Donc baisse de charge pour les occupants des logements sociaux. Tout ce qui est installé a le même objectif, c'est de diminuer les charges pour les occupants des logements. On a une récupération d'eau pluviale. On a ce qu'on voit ici en jaune sur chacune des façades sud, des doubles pots. Donc on a des loggias bioclimatiques segmentés. Donc chaque loggia est indépendante l'une de l'autre et donc on utilise avec ces loggias l'énergie solaire de manière passive et donc de nouveau on réduit les frais de chauffage des occupants. On a une ventilation double flux à haut rendement, des toitures vertes, etc. etc. Et des panneaux solaires aussi pour l'eau chaude sanitaire. Je vais rapidement passer sur les 2 bâtiments rénovés. Ça, c'est le bâtiment avec l'espèce de structure colombage métallique qu'on a désossé sur 2 des 4 murs. On a gardé les deux murs mitoyens et on a complètement remanié les 2 façades principales. On voit ici ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, le noyau qui divise en fait le plateau en une zone plutôt arrière, un peu plus enclavée, qui peut être soit la zone nuit, soit un atelier si c'est un artiste, et une zone avant qui est plutôt une zone jour, qui elle a des vues sur la grande cour et profite d'une loggia sur la façade sud. Ici, on voit un petit peu les principes constructifs qu'on a adoptés, le noyau en béton qui sert de contreventement, et on a une surprise aussi en cours d'élaboration des cahiers de charges, c'est qu'en fait les dalles qui avaient déjà été testées une première fois, les dalles existantes qu'on avait à différents niveaux, le béton s'est révélé carbonaté. Ça veut dire que, entre guillemets, pour faire court, la portance des dalles n'est plus assurée et comme il y a une surcharge qui est appliquée par notamment des nouvelles chapes,
c'était plus possible de les conserver. Donc on a travaillé avec une structure en portique, une nouvelle structure en portique, et on voit ici. Et en fait, cette poutre-là qui est noyée, entre guillemets, dans les poutrins clavaux, là, hein, cette poutre-là s'arrête 5 cm avant la façade existante, la structure acier existante qui est conservée. Et donc, il y a une rupture thermique entre cette façade existante et la structure interne du bâtiment sur les 5 cm. C'est un peu comme les balcons préfab qu'on fait classiquement. Et donc, ça nous a permis de nettement améliorer les performances. En fait, c'est ce bâtiment-là qui est le bâtiment le plus performant de tout le site au final. Et puis, on retrouve à l'intérieur de cette maille en acier des caissons bois qui sont injectés de cellulose. On voit ici, avant l'injection, les trous. Donc, la cellulose, c'est cette espèce de poussière de papier recyclé. Devant ces caissons, une fois qu'ils ont été injectés, on a replacé la façade avec une façade en briques et les châssis en mélèze. Et voilà ce que ça donne avant, après, avec les loggias bioclimatiques de nouveau, donc qui participent au tissage entre l'ancien et le nouveau. Donc on retrouve des liens au niveau chromatique. La couleur noire se retrouve à énormément d'endroits dans le projet, et au niveau de certains dispositifs architecturaux comme les loggias bioclimatiques ou certains matériaux, on va retrouver ce bardage en mélèze qui dialogue avec la tôle, l'armée noire des façades à plusieurs reprises, que ce soit dans l'existant ou dans le neuf. Ça, c'est le bâtiment central, celui qui a un problème d'arrière. On verra en plan, mais je peux déjà expliquer. En fait, ici, on a eu, par rapport à ce problème d'arrière et d'intimité, l'idée de développer les loggias bioclimatiques, non pas sur 2 mètres, mais sur 4 mètres. Et donc d'en faire des sortes de patios intérieurs de 4 sur 4 qui deviennent, entre guillemets, l'arrière du logement. Donc le logement fonctionne en U autour de cette terrasse intérieure. Et cette terrasse donne sur la mini-forêt qu'on voit ici. Ça, c'est l'intérieur, donc, toujours de ce bâtiment à colombage métallique. Le rez-de-chaussée est traité en duplex avec une hauteur sous plafond en fait de seulement 2 mètres 10, je crois, 2 mètres 15. Donc ici, il y a seulement 2 mètres 15 et du coup, on a accepté qu'il n'y ait que 2 mètres 15 dans les chambres à coucher. Mais par contre, on a offert une double hauteur incroyable dans le salon, évidemment, pour compenser, quoi. Ça, c'est le relais de Malposte, hein, les bâtiments du 18e avec la belle charpente métallique et les maisons en triplex qui donnent sur la mini-forêt. Alors ici, par exemple, je trouve qu'on a manqué d'habileté dans le traitement de la terrasse d'accès. Donc c'est par ici que les gens peuvent accéder à leur port d'entrée. Donc ces 3 ports d'entrée amènent de la vie aussi et de la circulation par rapport à la mini-forêt. Mais le fait d'avoir absolument aucune différence de niveau au petit muret fait qu'on constate après 2-3 ans d'occupation, on est un peu déçu que ça n'a pas été approprié par les gens, alors qu'on avait volontairement dilaté cet accès, non pas à 2 mètres, mais à 4 mètres 50, en se disant les gens vont sortir des chaises, des pots de fleurs devant leur port d'entrée. Ça ne s'est pas encore produit. Donc il faut être plus précis, quoi. Je reviens toujours à ce bâtiment central. Hein. Donc ça, c'est le plan du logement en U avec cette espèce de patio un peu à la marocaine, avec un plan très simple. Hein. On rentre au centre. On a la cuisine qui est un peu le point pivot. On verra des photos après de l'intérieur de ces logements et des loggias. Et en fait, ici, c'est des grands coulissants qui peuvent s'ouvrir. Et donc, ça, je l'ai vu. Donc, les gosses, ils courent comme ça, quoi, au désespoir de leurs parents. Donc ça, on va revoir quelques photos de la réalisation. Ça, c'est la façade à rue avec les loggias bioclimatiques et la crèche au rez-de-chaussée.
Quand on rentre dans le site, on arrive dans la grande cour et on regarde vers le parc 3D et la cheminée existante ici qui sert en fait à évacuer l'air du parking. Donc elle est pas uniquement spectaculaire, elle est fonctionnelle. Toujours dans la grande cour, plus ou moins une sorte de balayage. Donc ça c'est le bâtiment avec les patios intérieurs. Et donc les logements ici sont en duplex, ça c'est l'escalier du duplex. C'est une façade nord, ça. Alors, donc ici, les façades, elles procèdent de l'envie de créer des loggias bioclimatiques. Et après, il y a 1000 façons de faire ça, quoi. Donc nous, ce qu'on a voulu, c'est des vitrages toute hauteur. Ça, c'était un choix important. On voulait pas qu'il y ait une allège vitrée qui puisse seulement ouvrir un petit coulissant comme ça. On voulait qu'il y ait une différence vraiment sensible entre l'expérience de la loggia en été et en hiver. Et pour ça, on a mis au point de manière empirique. Donc là, vous écrivez votre article dans le cahier de charge et vous mettez l'entrepreneur devra faire plein de prototypes, il devra tout prévoir et tout est inclus. Et puis, bon, ben, finalement, vous faites des tests avec des charnières, puis ça se déforme, vous faites des tests de soufflerie, des mises en poids et vous arrivez finalement à mettre au point un produit qui n'est pas standard, que vous créez, entre guillemets, pour votre projet sur mesure. Et bah, il ne faut pas avoir peur de le faire. On y arrive, quoi. Quand on tombe sur des entrepreneurs qui sont stimulés par les challenges, ça les excite pas de faire toujours la même chose non plus. Hein. Donc, ils étaient vraiment, ils étaient partants, quoi, pour relever le défi, quoi. Et après, ben, l'ouverture, ben, elle forme une espèce de kaléidoscope de reflets qui ne me déplaît pas, quoi. Ça, c'est vu du parc 3D. Il s'appelle parc 3D parce qu'on peut monter sur différents niveaux. Et à la base, on devait redescendre du niveau supérieur en toboggan, mais le toboggan coûtait trop cher, donc c'est un peu raté. On peut quand même monter et on a le soleil plus longtemps, quoi. Toujours quelques vues du parc 3D et de son rapport au voisinage. Donc, c'est pas anodin de dire qu'on va désenclaver. Ces deux maisons-là, par exemple, elles sont en ruine, quoi. Parce que, bah oui, forcément, elles avaient vu sur rien, elles étaient à l'ombre. Et donc, qui sait, je sais pas, dans 2 ans ou dans 20 ans, mais un jour, quelqu'un va se rendre compte que ça a une vue sur un parc et que c'est au soleil maintenant qu'on a abaissé les mitoyens. Et donc, c'est aussi ça, agir un peu comme une sorte de médecin ou d'acupuncteur. On fait une intervention, on s'occupe de notre site, mais on soigne aussi un peu plus large, quoi. Alors, on a beaucoup d'occupants de toutes les nationalités, donc on a un peu expliqué les principes des loggias, des doubles flux, etc., en bande dessinée. Je vais vous montrer encore. Alors, c'est vraiment important. Bon, pourquoi est-ce que ça s'appelle porosité? Enfin, il y avait un truc avec porosité là dans le titre de la conférence, je crois. En fait, c'est entre autres, ça vient de Paola Vigano et ça vient de Walter Benjamin, en fait. Walter Benjamin a visité des villes du sud de l'Italie dans, je sais plus, les années 20 ou 30, et il a été frappé par leur capacité et la capacité des espaces publics à accueillir l'imprévu. Et de nouveau, je reviens au jeu de l'enfant ou à l'appropriation des espaces publics, que ce soit par les enfants, les adultes, les vieilles personnes, que sais-je. C'est dans ce sens-là que moi j'entends la porosité. Mais l'architecture, c'est juste une table, entre guillemets, qui permet quelque chose éventuellement, mais il ne faut pas croire que l'architecture peut tout, quoi. Et la Savonnerie, c'est un projet de logements sociaux donc, qui est fait par l'équivalent d'une société HLM chez vous.
Et elle a eu l'intelligence d'abord d'organiser un concours qui a été bien organisé avec un jury d'architectes compétents et pas que des techniciens poussiéreux qui ont le courage, et le président du CPS, donc le CPS est le maître de l'ouvrage, a eu le courage de choisir, d'accepter le choix du jury, de prendre des gars qui avaient 32 ans et qui avaient l'air d'en avoir 28, alors qu'il avait des profs d'UNIF qui avaient déjà fait 40 opérations de logements sociaux à côté. Donc ça, c'est une première chose. Ils ont bien organisé le concours, ils ont pris un risque, et puis après ça, ils ont décidé d'avoir un concierge dans la savonnerie, et ce type est vraiment un élément, je dirais, de réussite de la savonnerie à presque 50%, quoi. Parce qu'il a quelque chose à disposition, l'outil de l'architecture qu'on lui donne, mais il le fait fructifier encore plus. Et donc, c'est intéressant, je trouve, de voir que l'architecture peut pas tout sans certaines choses à côté, quoi. Et donc, il n'arrête pas. Depuis 2 ans, il n'arrête pas de faire des trucs avec les habitants. Il a fait un potager, il a mis une mare, il met des nichoirs, des insectes, des hôtels à insectes, et maintenant il va mettre une ruche. Enfin, et donc franchement, quand on va là-bas, vous allez là-bas au mois de mai, un mercredi après-midi, vous avez du mal à imaginer que vous êtes à 400 mètres de la Grand Place de Bruxelles. Voilà. Et donc on est très content de voir que la savonnerie, assez tôt dans notre carrière, si on peut dire, nous a permis de cristalliser et de matérialiser physiquement pas mal de nos intentions et de notre démarche. Je voudrais terminer avec on est aussi très fiers de beaucoup travailler sur du logement social. En fait, finalement, il y a quasiment eu que ça dans la conférence. On fait aussi d'autres choses. On fait des crèches. On fait un hôtel de police à Charleroi avec Jean Nouvel. Et bon, voilà, on fait pas que du logement, mais en tout cas, on est très fiers. On trouve que c'est un programme très noble de travailler sur le logement social. Et je voudrais terminer par la citation de Philippe Madec. L'essentiel ne sera pas une révolution formelle, mais une métamorphose de l'intérieur basée sur un changement radical des modes de vie. Chaque action, quelle que soit l'échelle où elle est menée, participe à une refondation des lieux et des sociétés où elle se déroule. Voilà, merci.